Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode des Dessous de la voile saison 2, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres. Bonjour Olivia, salut à tous. Et oui, le soleil est là, ça fait du bien, les bateaux sortent de plus en plus. Et je suis sûre que déjà dans votre tête, vous commencez à être en vacances, non ? Pour ce 7e épisode, nous recevons un jeune navigateur de 38 ans qui a une carrière fulgurante. Il entre dans le monde très fermé des Ultimes, c'est Anthony Marchand, skipper de l'Ultime Actual 3. Après 10 ans sur le circuit Figaro, Anthony ne passe même pas par la case Classe 40 et IMOCA. Il a embarqué très vite sur ses grands voiliers aux côtés de Yves Le Blévec. Oui, c'est vrai. Et il a participé à des courses en tant qu'équipier sur The Ocean Race et la Transat Jacques Vabre notamment, mais son projet est bel et bien en multicoque. Anto est un compétiteur dans l'âme, un excellent régatier et quelqu'un de très naturel, très accessible et super sympa. Vous allez l'entendre, il ne se la joue pas comme on dit et se raconte entièrement, surtout dans les dessous de la voile. Allez, on l'écoute. Salut Anthony, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. Là, je suis au sein de Team Actual, au sein de l'écurie, dans les bureaux. Tu es à la Trinité, c'est ça ? À la Trinité-sur-Mer, pardon. Oui, c'est une évidence pour moi, mais bon, faut que je le précise. Alors, comment es-tu arrivé dans la voile ? Est-ce que c'était évident pour toi de devenir navigateur ? Alors, une évidence pas du tout. Moi, je suis vraiment arrivé dans la voile par hasard vers les 7-8 ans, le mercredi, sur les journées extrascolaires avec l'école. On allait faire du char à voile ou de l'optimiste au centre nautique de Plérin, en Bretagne Nord, à côté de Saint-Brieuc. Voilà, moi j'ai vraiment une famille qui est tournée plutôt, qui est plutôt très terrienne, vraiment personne de ma famille qui navigue sur un bateau ou qui côtoyait la mer. Je suis vraiment le seul qui suis tombé dedans. Après, par contre, c'est vrai que la maison de famille était pas loin de la mer, où on voyait la mer. Donc j'ai toujours vu la mer de loin. Par qui étais-tu inspiré quand tu étais petit ou adolescent ? Alors déjà, ce qui m'a attiré, voilà, j'ai essayé de beaucoup de sports collectifs quand j'étais plus jeune, le basket, le foot ou même d'autres sports aussi, comme moins collectifs, mais comme le judo ou d'autres sports. Et le jour où je me suis retrouvé dans la petite caisse à savon à 8 ans, quand tu as 8 ans et tu es dans un optimiste, tu as l'impression que c'est un bateau énorme, voilà, et puis une sorte de fierté d'être tout seul dans une petite barque dans ton bateau, direct, tu lui donnes un petit nom, enfin voilà, il y a quelque chose que tu t'appropries l'objet, enfin, et voilà, il y a quelque chose qui m'a plu. Une sorte de fierté de braver les éléments, les vagues pour partir de la plage, mettre son safran soi-même, sa dérive, border ta voile, et avoir le choix de tracer ta route là où tu voulais sur le petit plan d'eau. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment fait un déclic et qui m'a plu. Et après, bien plus tard, vers les 12-13 ans, j'ai été assez inspiré par quelqu'un comme Peter Blake, qui était quand même multitâche et qu'il avait un côté aventurier, il avait un côté aussi régatier olympique, il avait aussi un côté aventurier des mers, coureur au large, Coupe de l'América, enfin voilà, quelqu'un qui était très très multi-support. Et on va dire plutôt lui avec ses chaussettes rouges là, qui m'a inspiré. Oui, Peter Blake était un marin hyper complet. Et toi, Anthony Marchand, quel marin es-tu ? Est-ce que tu es un homme différent dans la vie, en mer et à terre ? Oula, bonne question. Ça, c'est de la réflexion personnelle à avoir. Comment je me caractérise dans un premier temps ? C'est vrai, marin complet. Oui, je pense, dans le sens où j'ai fait un peu d'olympisme. J'aime bien naviguer en motafoil, faire du catfoil, du kitesurf, du surf, la planche à voile. J'aime bien faire de la wing. J'aime bien faire de l'ultime, du Figaro. Donc, je navigue sur plusieurs supports différents. Voilà, j'ai fait de l'olympisme en 4-7. Donc peut-être ouais, je suis pas que typé, on va dire monotype IRC ou je ne sais quoi. Enfin, j'aime bien naviguer sur tout ce qui a des voiles et qui navigue, qui est foil ou pas foil. Mais peut-être qu'on peut dire que je suis complet, mais c'est aux autres de juger.
Je pense qu'il y a des choses où, dans la globalité, on est la même personne, hein, que ce soit à terre ou en mer, et il y a une autre partie, une autre facette de nous qui est complètement différente aussi euh, en mer ou à terre. Je sais pas, je vais te donner un exemple. Un dimanche soir d'hiver, je sais pas si tu es tout seul à la maison, tu te sens un peu seul, tu t'ennuies, et tandis que en mer, j'éprouve jamais l'ennui ou la solitude. Euh, enfin même plutôt la solitude. C'est vrai que tu peux te sentir seul un dimanche soir chez toi, si t'es tout seul. Enfin, je suis plutôt quelqu'un qui a besoin qui aime bien voir des gens, et voilà. Et c'est vrai qu'en mer, j'éprouve moins ce besoin. Je m'ennuie pas, je me sens jamais seul. Enfin, je pense on peut réagir différemment, ouais, entre la terre et la mer. Mais dans la globalité, on est les mêmes, je pense, j'espère. Les années Figaro, c'était de belles années, les années collège de la voile avec les copains, l'organisation huilée du pôle d'entraînement de Port-Laf. C'est compliqué d'en sortir et de voler de ses propres ailes. Ouais, c'est compliqué enfin moi je pense que le Figaro c'est bien d'en faire pas mal d'années. En tout cas, c'est vrai qu'à l'époque en Figaro 2, tout le monde restait vite fait une dizaine d'années, et il fallait rester longtemps en Figaro, fallait apprendre plein de choses, fallait faire ses preuves, et, et après au bout d'un moment tu t'habitues à tout et c'est assez dur d'en sortir. Tu te satisfais un peu de ta routine figariste. Et à un moment, il y a une sorte de peur de lâcher cette routine figariste et d'aller chercher un peu plus l'insécurité professionnelle en essayant de quitter ça et de monter ses projets. Donc, ouais, c'est pas simple, hein. Alors, des fois, c'est simple quand tu as ton sponsor Figaro qui te dit vas-y, on part en IMOCA ou sur d'autres séries, sur d'autres bateaux, et avec ton sponsor, tu grandis. On va dire que ça se fait hyper simplement, et c'est souvent génial. Mais voilà, quand ton sponsor, même s'il le souhaite, bah, il peut pas t'accompagner dans des projets plus gros. Bah, il y a un moment, faut réussir à dire, bah non, bah je vais arrêter de faire du Figaro. Je pourrais continuer, mais non, j'ai envie de voler par mes propres ailes, j'ai envie d'aller chercher la navigation sur d'autres machines. Et forcément, il y a du stress là-dessus. Mais je pense que ça se retranscrit. Enfin, dans la vie de tous les jours, il y a énormément de gens qui se posent cette question-là, hein. Est-ce que je quitte mon petit train-train, mon petit boulot que je connais bien? Est-ce que je fais le choix d'arrêter, de démissionner, et puis je vais essayer de chercher autre chose. Je pense que cette question-là, tout le monde se la pose. Alors oui, t'es passé à autre chose, hein, t'es sorti des années Figaro, assez confortable finalement en termes d'organisation, même si on sait que sur l'eau c'est difficile. Alors comment on passe du Figaro à l'ultime et par là même à une notoriété grandissante? Est-ce que le regard n'est pas différent quand on dit Anthony Marchand, skipper de l'ultime Actual 3? Bah, je le vis très bien, hein. Pour moi, c'est le bateau qui est plus gros, mais ça reste des courses, des entraînements. Euh, voilà, je le vis bien. Je sais pas si ça parle vraiment beaucoup plus ou pas de moi. Euh, moi, je suis pas quelqu'un qui lit mes communiqués de presse, mes articles ou des choses comme ça. Enfin, je lis même jamais. Enfin, je vois aucune différence de faire du Figaro ou de l'Ultime, en tout cas aujourd'hui. J'essaye pas de, de regarder si euh, peut-être, ou en tout cas, j'essaye pas de voir si je le ressens, quoi. Je me pose pas trop de questions dans ce genre-là. Je fais ce que j'ai à faire, et je suis heureux dans ce que je fais. Donc voilà. On va dire que moi, je suis pas du tout à la recherche de notoriété, euh, d'avoir une notoriété, oui, vis-à-vis de tes concurrents, de tes amis dans le milieu de la voile. Tu as envie d'être reconnu comme un marin ou un bon marin. Euh, Après, aux yeux du public, tu as envie d'être un peu reconnu, mais c'est plus vis-à-vis de tes partenaires, tes sponsors, pour qu'ils soient fiers et contents de t'avoir en tant que coureur. Mais moi, personnellement, humainement, je cherche pas à être spécialement euh, le, le marin connu. Voilà. On dit que l'ultime, c'est le top du top. Qu'est-ce qu'il peut y avoir après? Bah, qu'est-ce que je vois après? C'est que déjà, il y a plein de choses à faire en ultime. Je sais pas
combien de temps, combien d'années je vais pouvoir avoir la chance de naviguer sur ces bateaux-là. Déjà, j'en profite vraiment au jour le jour. Et puis, si tu enlèves le team, il y a quoi? Il y a le Vendée Globe, il y a du Multi 50, il y a énormément de courses différents, énormément de séries différentes. Je pense qu'il y a moyen de s'épanouir dans énormément de supports. C'est vrai, en France aujourd'hui, on se dit même qu'il y a même trop de supports, presque. C'est qu'on s'y perd un peu et les gens s'y perdent médiatiquement tellement qu'il y a de supports. Et c'est pas forcément faux, mais au final, c'est aussi bien professionnellement, c'est qu'il y a énormément de supports différents pour pouvoir aller s'amuser ailleurs et s'épanouir ailleurs. Et quel est ton avis sur cette classe ultime? Est-ce que tu crois qu'elle peut être pérenne avec un circuit plus complet? Oui, je pense que ça peut être, ça peut avoir vraiment resté dans la durée. Je trouve que déjà un ultime c'est hyper rassurant comme bateau. Enfin, la boîte elle-même, le bateau, elle est vraiment saine. Aujourd'hui, ces bateaux, c'est plus les bateaux ils cassent pas. Alors forcément, de temps en temps, tu peux avoir un appendice, un foil qui s'abîme parce que tu tapes une bille de bois ou voilà, mais la structure elle-même du bateau, elle est hyper saine. C'est des bateaux qui chavirent, des multicoques qui chavirent pas trop. Voilà, les bras, les flotteurs, enfin, la structure, je la trouve vraiment, vraiment très saine. On n'est pas obligé de radiographier et faire une échographie des bateaux après chaque entraînement dans de la mer. Voilà, la structure, elle bouge pas et je trouve ça très rassurant comme machine pour faire un tour du monde. Et, et, et voilà, je pense que c'est des bateaux qui sont vraiment sains. Et en fait, des bateaux vraiment marins. Oui, donc c'est une classe qui peut encore évoluer avec encore plus de bateaux. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que oui, oui, carrément, parce que justement, l'Orma, les belles années d'Orma, c'était magnifique, mais c'était vraiment des bateaux qui étaient faits pour faire surtout des grands prix, et ils sont amusés à faire les routes du Rhum, les Jacques Vabre, et voilà, et c'était peut-être des bateaux trop volages, trop fougueux pour aller faire du solitaire dessus. Tandis que c'est vrai que nos ultimes, c'est vraiment des machines qui sont conçues pour naviguer en équipage réduit. Alors c'est sûr que visuellement, ils sont monstrueux, ils sont énormes, ils sont impressionnants. Ils ont un côté assez agressif avec tous les appendices, les foils, les mâts monstrueux. Mais c'est vraiment des bateaux qui sont conçus et faits pour ça. Et en tout cas, aujourd'hui, enfin, je vois qu'avec l'actuel Ultime 3, aujourd'hui, on navigue 2-3 fois par semaine. Là, je pars demain en mer pendant une petite semaine en solitaire. Je vais aller me balader autour des Açores et revenir. Euh, voilà, c'est des machines qui sont vraiment faites pour faire du mille, faites pour naviguer, et donc faites pour faire du large, et ça montre que c'est fiable. Donc là-dessus, je trouve que c'est un très bon signe pour que cette classe dure dans la durée. Ouais. Tu as beaucoup navigué avec Yves Le Blévesque, il te passe la barre. Comment définirais-tu ta relation avec lui? Alors, j'ai beaucoup navigué avec Yves, mais je continue de beaucoup naviguer avec lui. Voilà, Yves, c'est quand même la dernière personne qui a fait plus d'une semaine, enfin, qui a fait une route du Rhum sur ce bateau-là, dans la config qu'il est là. Voilà, il faut que j'apprenne tout ce que lui il a aussi appris. Il faut que je sois une éponge à côté de lui, donc pour vraiment éponger le plus d'informations possibles, il faut qu'il vienne à bord et qu'il me donne tout ce qu'il a appris, et puis il continue aussi d'apprendre et je continue d'apprendre. Voilà, de toute façon dans la voile on apprend tous en permanence. Et, euh, et la relation que j'ai avec lui, bah, c'est peut-être une relation de travail, une relation amicale, c'est une relation euh, voilà qui je veux dire même presque de père-fils, enfin voilà, elle a plein de facettes cette relation, et elle est hyper saine, et voilà, je te la décrirais comme ça en fait. Qu'est-ce qu'on demande à un skipper aujourd'hui en termes de communication? Qu'est-ce qui a changé finalement en 10 ans? Est-ce qu'on te demande d'être plus impliqué? Oula, en fait, elle a changé. Je pense qu'il y a on va dire qu'il y a des manières de communiquer qui sont rajoutées. Je pense qu'il y en a qui communiquent plus du tout sur. Enfin, il y a des gens qui ne communiquent pas du tout sur le côté sportif, qui communiquent essentiellement sur le côté humain, sur le côté humoristique. Enfin, voilà, sur d'autres facettes. Euh,
pense que le côté sportif, c'est ce que j'aime bien communiquer. Enfin voilà, je suis plus j'ai envie d'être plus un régatier qu'un aventurier des mers. Mais forcément, en faisant de la course au large et en faisant des régates en course au large, il y a un côté aventure qui se rajoute forcément. Mais je cherche plutôt le côté régate, compétition et dépassement de soi. La communication, mais même en Figaro ou après en ultime, souvent tu arrives dans des grosses équipes, donc il y a une équipe de com qui est assez installée. Et là où il faut faire des efforts, c'est avant que j'avais ce projet ultime. Il fallait que moi-même, avec mes projets Figaro, j'essaye de mettre de la matière dans mes réseaux sociaux et essayer de communiquer pour pas qu'on t'oublie. Forcément, j'essaye d'y prêter attention, j'essaye de faire attention. Par contre, je veux pas changer ma manière de faire et ma manière d'être. J'essaye juste de me forcer dès qu'il se passe quelque chose, à m'exprimer et à poster des choses, mais je veux pas créer un Anthony Marchand 2.0 que les gens veulent envie de voir ou d'entendre. Voilà, je reste moi-même et puis si ça plaît, ça plaît, et si ça plaît pas, ça plaît pas, quoi. Je cherche pas le buzz en tout cas. Dans le fond, qu'est-ce qui te fait vibrer? La mer, les bateaux, la compétition avant tout? Alors, ce qui me fait vibrer, déjà dans la course au large, dans la compétition, c'est partir d'un point A et arriver à un point B. Je pense que voilà, il y a un côté un peu voyage. Il y a un côté voyage, il y a un côté. Alors, je me sens pas très aventurier, mais je trouve que surtout avec ces ultimes, c'est des machines vraiment magiques avec laquelle tu manges du mille à une vitesse impressionnante. C'est de partir, je sais pas, comme sur la Transat Jacques Vabre, part du Havre, en pas longtemps, en 3 jours, tu es aux Canaries, tu passes à côté de ces îles, tu sens un petit peu l'atmosphère, l'odeur, tout de suite des images de coucher de soleil qui changent. Voilà, c'est des petites fractions de secondes, des petits instants comme ça que tu arrives à choper en course au large qui sont magiques. Et voilà, moi ce que j'adore, ouais, c'est un peu le voyage, mais tout en restant focus sur la compétition quand même. Alors Anto, est-ce que tu es du genre à tout planifier ou tu vis ce que la vie te donne finalement? Pas du tout. Non, j'ai vraiment envie de prendre ce qu'on me donne. Je donne vachement confiance au destin et à la vie, donc je me dis voilà, si bah tiens, voilà, j'ai voulu faire ça, ça n'a pas marché, j'ai jamais réussi à faire ça, à avoir ça, et je me dis toujours bah voilà, c'est le destin, peut-être que ça viendra plus tard, voilà, là ça n'a pas marché, mais peut-être que voilà, c'est le destin, il fallait que ça marche pas là pour mieux réussir plus tard, et voilà, donc non, je suis pas très stressé. Je suis pas très stressé de là-dessus. Ouais, j'ai envie de donner confiance à ma bonne étoile. Après, faut essayer de faire toutes les choses le mieux possible. C'est pas sans travailler que tu arrives, mais par contre, je me dis, même si tu travailles et que des fois ça marche pas, c'est que c'est le destin et voilà, ça marchera plus tard, quoi. Tant que tu essayes de mettre toutes les chances de ton côté, il y a bien un jour où ça paye. Hey, maintenant on va jouer et tu vas répondre très vite aux questions qu'on te pose et tu réponds du tac au tac. Si tu étais une couleur, Bleu. Si t'étais un livre, Oula. Ah, comment il s'appelle si, un livre. J'ai pas le nom en tête. Celui d'Isabelle Autissier. Attends, Seul au monde. oui, je vois bien le couple là sur l'île, le nom du livre, Oui, exactement. Ouais. un endroit sur la planète. Un endroit sur la planète. Ouais, tac au tac, c'est dur. Hein. Groix. Ouais. Bah ouais, j'aime bien Groix. Pas, y a pas besoin d'aller très loin aussi pour être dépaysé. Et voilà, j'aurais pu dire Groix, j'aurais pu dire les Glénans. Voilà, j'ai pas envie de me forcer à forcément trouver une île paradisiaque à l'autre bout du monde. Voilà, on a des petites choses autour de nous qui sont très chouettes. quel animal aimerais-tu être, tiens? Un chat, ouais, un chat. Je trouve que c'est des animaux qui sont gracieux, qui s'en foutent un peu de tout, qui font un peu leur vie, qui sont un petit côté autonome. Voilà, enfin, voilà, ils se mettent bien, quoi. Je sais pas, ils vont se balader, chasser la nuit, ils dorment toute la journée. Ils sont un peu à contretemps des gens et de notre vie à nous. Et ils vivent un peu à l'opposé de nous. Et je trouve ça assez rigolo.
au lieu de dire un choix. Ouais. Et ton plat préféré? Mon plat préféré, pizza quand même. C'est vrai que ouais, j'aime bien la pizza. Un sportif autre qu'un voileux? Ouais, alors j'avais la skieuse de boss, comment elle s'appelait, Perrine Lafont. Ouais, Perrine Lafont, je trouve que c'est une athlète qui voilà, qui a vraiment une très chouette carrière. C'est une discipline où je prends plaisir à regarder et voilà, je veux dire Perrine Lafont. Merci Anto. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? On dit souvent merde pour toutes les courses, pour toute navigation et surtout que je prenne plaisir. Et je trouve que c'est important. Faut garder du plaisir à naviguer et voilà. Donc que je continue d'avoir du plaisir à naviguer. C'est hyper intéressant la relation qu'il a avec Yves Le Blévec. En tout cas, il est bien entouré, Anthony, avec beaucoup de bienveillance pour aller performer sur l'eau. C'est quand même un sacré challenge de s'attaquer en solitaire au tour du monde sur un trimaran de 30 mètres de long. Il est incroyablement calme et serein en ses débuts de saison. Ce serait super intéressant de l'interviewer dans 5 ans et de faire un parallèle avec sa vision d'aujourd'hui et celle qu'il aura après quelques années dans ce circuit. En tous les cas, c'est chouette de voir des skippers jeunes et talentueux avoir leur chance. Je pense aussi à Tom Laperche qui, comme lui, prend la barre d'un ultime, celui de SVR Lazartigue. Allez, place maintenant au coup de cœur et au coup de gueule, Anne. On commence par un coup de cœur pour le Pro Sailing Tour qui nous a montré des courses incroyables avec les équipages des Ocean 50 qui se sont affrontés entre la Méditerranée et l'Atlantique. La dernière étape était la plus longue entre la Sardaigne et Brest et c'est l'équipage de Solidaire en peloton Arcep, skippé par Thibaut Vauchel-Camus, qui la remporte. Mais cela ne sera pas suffisant pour détrôner Erwan Leroux et son équipage sur Coesio qui remporte cette 3e édition du Pro Sailing Tour. Et ça y est, les 11 duos engagés dans la Transat Papré avec cette Transat en double mixte sont bien arrivés à Saint-Barth. Et c'est Loïs Berrehart et Charlotte Evans, skipper massif, qui remportent la course. Suivi de très près, parce que c'est moins de 17 minutes après, par Gaston Morvan et Anne-Claire Lebert sur Région Bretagne, CMB Performance. Et on fait un petit clin d'œil à Sophie Faguet, qui était notre invitée dans Les Dessous de la Voile, qui, elle, termine 4e avec son co-skipper Guillaume Pirouel sur Région Normandie. Coup de chapeau à Jean-Pierre Dick et son équipage à bord du GP54, notre Méditerranée-Ville de Nice, qui a établi un nouveau temps de référence sur le parcours Les Bermudes-Lorient en 11 jours, 8 heures, 38 minutes et 23 secondes. Sur J-Ocean Race, les concurrents sont partis de Newport le dimanche 21 mai pour la 5e étape en direction de Aarhus au Danemark. C'est l'équipage de l'Américain Charlie Enright sur Eleven Hours Racing Team qui remporte cette étape et qui du coup mène au classement général devant PRB Holcim skippé par Kevin Escoffier et Team Malaysia de Boris Herman. Sur cette dernière étape, les IMOCA ont explosé le record de vitesse de la distance parcourue en 24 heures par un monocoque. Cela a commencé avec Eleven Hours Racing Team qui a été le premier à établir ce nouveau record, avant d'être dépassé peu de temps après par Team Holcim PRB, pour terminer avec Team Malaysia, qui a fait une distance incroyable de 641,13 milles nautiques, qui ont été donc parcourus en 24 heures. Allez, petit coup de mou pour Biotherm et l'équipage de Paul Meillat, dont le haut banc bâbord a cassé. Il s'agit du câble attaché sur l'outrigger qui maintient le mât. L'équipage a tout mis en œuvre pour sécuriser le mât et navigue à petite vitesse vers Aarhus. Et pour finir, n'oubliez pas d'aller à Caen et Ouistreham pour vivre le départ de la CIC Normandie Channel Race le 4 juin. Ils seront 36 duos au départ et ils sont en classe 40. Allez, c'est la fin de ce 7e épisode saison 2. Merci de nous avoir suivis. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, on adore vos messages. Allez, salut Olivia et bonne journée à vous tous. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis, vous savez qu'on aime les messages. Alors, n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter. À très vite. Bye bye.